Nous avons essayé de voir comment s'articulent toutes ces notions importantes, ces concepts, des temps, d'être, d'existence, d'essence. Et nous voyons que nous sommes là devant des concepts fondamentaux pour comprendre finalement l'histoire de la philosophie et surtout comprendre au fond ce qu'est le véritable questionnement de l'intelligence humaine face au réel. Face au réel. Car les choses nous sont données, se présentent là devant nous, grâce aux sens, qui sont comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. Et l'intelligence s'éveille à elle-même au contact du réel. Il y a donc entre les sens et l'intelligence, entre la sensation et l'intellection, un lien intime. La réalité se présente immédiatement aux sens. Les sens sont comme autant de fenêtres ouvertes sur le monde extérieur. Et l'intelligence s'éveille au contact de cette réalité. Elle se réveille, elle s'éveille à elle-même comme intelligence, c'est-à-dire comme intellection de ce qui est. Et toute la question est de savoir quelle est la nature de cette intellection. Et nous avons vu que la sensation est au commencement de l'interrogation sur la nature des choses, sur l'être en tant qu'être de la réalité extérieure. Cela suppose donc un lien intime entre la sensation et l'intellection qui s'explique finalement chez Aristote en recourant à la théorie de l'illémorphisme, c'est-à-dire que la substance, tout ce qui est nécessairement composé de matière et de forme. Pas de matière sans forme, pas de forme sans matière, même si on peut concevoir une forme sans matière, je pense par exemple aux anges, conçus comme des formes pures, des intellects purs, que le docteur dit angélique, Thomas d'Aquin, va analyser avec profondeur. Mais peu importe ici, de toute façon, une forme, fût-elle l'intellect pur de l'ange, qui est incorporel, cette forme doit toujours être reçue. Et en étant reçue, contractée, si l'on peut dire, c'est-à-dire restreinte à la dimension de cet étant qu'est l'ange, en l'occurrence ici, l'esprit pur, qui est toujours un individu, ou plutôt qu'un individu dans ce cas-là, puisque l'individu est le fruit, est individué par la matière. Donc l'ange n'est pas un individu au sens où une substance composée de matière et de forme est finie et individuée par la matière qui limite la forme qui est reçue par la matière qui la limite. La forme, dans l'esprit pur, est reçue, mais elle n'est pas reçue dans une matière, puisque cet esprit pur est incorporel. Mais il est reçu, et en étant reçu, il est limité, fini. Et il ne se définit pas comme un individu, mais comme une espèce. Je ne vais pas insister sur cet aspect des choses, puisqu'on réfléchit sur le lien entre sensation et intellection, entre ce que les sens me présentent comme fenêtre ouverte sur le monde extérieur, et qui me présente une réalité là devant moi, réalité qui doit être aussi intelligée pour être saisie, pour être comprise, pour savoir de quoi il s'agit. Donc les temps, dans cette conception aristotélicienne, reprise au Moyen-Âge, en particulier par Thomas d'Aquin, mais pas seulement, les temps, c'est cette substance composée de matière et de forme, d'essence et d'être. Cette conception se distingue nettement de la conception cartésienne, par exemple, et moderne, qui distingue la matière et la forme. Distinction qui déjà commence chez Duns Scott, pour qui la forme est une production de l'entendement. La forme existe dans l'entendement sans être tirée de la substance sensible donnée là devant moi, parce que cette substance, cet étant, pour Scott, est composé certes de matière et de forme, mais
non de manière illémorphique, si l'on peut dire, au sens où la matière est autosuffisante, la forme autosuffisante, et que matière et forme se juxtaposent. Elles ne s'interpénètrent pas, de telle manière que l'étant, la substance, est composée, distincte par nature, de matière d'un côté, de forme de l'autre. Oui. Et ce qui permet de distinguer la matière et la forme, qui existent déjà dans la réalité, dans la substance pour Scott, cette distinction qui existe donc réellement dans la substance en vertu de la nature des choses, nous dit Scott, cette distinction est aussi l'œuvre de l'intellect. L'intellect consiste à distinguer, à lire à l'intérieur des choses, intus legere, ce dont les choses sont composées. Et comme pour Scott, la substance est composée d'éléments juxtaposés et non interpénétrés comme la matière et la forme dans la substance selon la conception idémorphique d'Aristote et de Thomas d'Aquin, l'intellect distingue ce qui est déjà distinct dans la réalité. L'œuvre de l'intellect, donc, suffit pour Scott. Elle suffit parce que la réalité étant déjà distincte, l'intellect n'a pas à abstraire, à tirer de la réalité une forme pour la distinguer de la matière. Le rôle de l'intellect, pour Scott, étant de distinguer, suffit. Et donc, les sens sont comme invalidés, neutralisés. Ils ne nous révèlent pas une réalité unie ontologiquement. La forme, donc, chez Duns Scott, est un pur produit de l'entendement. Doctrine que l'on va retrouver chez les modernes, et en particulier à partir de Descartes. La forme n'est pas tirée de la réalité substantielle dans laquelle elle est unie à la matière et formant un étant, une réalité ontologiquement une. La réalité, pour Scott, étant diversifiée, distinguée déjà en raison de sa nature, de ce qu'elle est, comme je l'ai dit, parce qu'il y a juxtaposition et non interpénétration, j'insiste, entre matière et forme, pour constituer une substance, comme chez Aristote, la forme, donc, n'est pas tirée par abstraction, au moyen de l'intellect, de la réalité. Ce n'est pas que l'intellect va tirer la forme qui se trouve dans la substance et la mettre dans son cerveau, si on peut dire, comme si c'était une case vide, que cette forme vient remplir, produite par l'entendement lui-même. Et vous pressentez la forme a priori de Kant, la forme a priori de l'entendement. La forme est déjà là, elle n'est pas dans la réalité. Du point de vue de la philosophie idémorphique aristotélicienne, dans l'entendement, il n'y a rien, parce que la forme se trouve dans la substance. Et la substance est un étant dans la mesure où l'étant est composé de matière et de forme indissociablement. Et donc, le rôle de l'intellect est de distinguer conceptuellement ce qui est uni ontologiquement. Je dis tout cela pourquoi? Afin de comprendre que l'on peut développer une philosophie de l'essence qui peut se passer de l'existence. En effet, l'essence rend l'existence inutile dans une métaphysique qui affirme le primat de la forme, de l'essence. Laisser l'être est de trop si tout se réduit à l'essence, c'est-à-dire à ce qui est. Une chose est, en effet, dès lors que le quid sit, vous s'en venez, c'est-à-dire ce qu'elle est, son essence qui permet de la définir, ce qu'elle est, se confond avec le fait d'être, c'est-à-dire le quod est. Le quod est. Le quid sit, c'est ce qu'est une chose, et le quod est, c'est le fait d'être cette chose.
Nous avons déjà Jean-Christophe Bardou, l'auteur d'un livre portant, une étude que je vous encourage à lire, qui s'intitule « Penser l'existence à l'époque médiévale ». Il dit ceci, je le cite, « C'est seulement lorsque essentia, l'essence, en vient à signifier ce qui est, quid sit, que le besoin d'un terme nouveau se fait sentir pour signifier l'effectivité de l'être, le fait d'être, selon l'irréductible factualité du il est, alors déserté par l'essentia. En d'autres termes, je poursuis, c'est notamment parce que l'essence a pu tenir lieu de l'existence, du moins en son sens ontique d'être là, donc, que cette dernière ne s'est pas d'emblée imposée. Cette citation illustre l'idée que j'ai exposée, à savoir que l'essence peut se passer de l'existence, mais en se passant de l'existence, elle s'impose elle-même comme tout ce qui est. L'essentia, alors, risque de se confondre avec l'essai. De même qu'en grec, ousia renverrait à einai en prenant le sens d'essence. L'essence, donc, ici, désigne un être effectif et concret. Pour saint Augustin, par exemple, l'essence traduit l'effectivité de l'être, c'est-à-dire l'existence. Ici, comme vous le voyez, il n'y a pas de différence nette entre l'essence et l'existence. Cette indistinction entre essentia et esse est assumée au profit exclusif de l'essence divine identifiée à l'être chez saint Augustin. Pour saint Augustin, le primat de l'immuabilité caractérise l'être divin par rapport aux essences ou aux étangs créés qui, eux, sont sujets au changement. Et donc, le fait que ces êtres soient sujets au changement par rapport à l'être qui n'est pas sujet au changement contribue à identifier en Dieu l'essence et l'être aux yeux de saint Augustin. Mais alors, l'être ainsi conçu, c'est-à-dire ramené à son essence, confirme qu'il diffère de l'existence, au sens où, vous vous en souvenez, il ne faut jamais l'oublier, le sens étymologique du mot existere, être hors de soi, sortir de. Nous devons ne pas oublier que, cependant, et conformément à la perspective qu'est la nôtre d'une étude de l'être par rapport à une philosophie de l'un, nous ne devons pas oublier que l'être est identique à soi. Mais il n'est pas parce qu'il est identique. Il est identique parce qu'il est. Je m'explique. L'identité, c'est-à-dire l'identité de soi à soi, est une propriété constitutive de l'un, non de l'être. L'un est égalité de soi avec soi, et cette égalité est conçue logiquement, non ontologiquement. L'identité, pour l'un, est un résultat, nous avons étudié cela, du retour sur soi, car l'un, pour être un, doit nier tout ce qui le nie, c'est-à-dire tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. Et qu'est-ce qui pourrait s'ajouter à l'un? C'est l'être. L'être, en s'ajoutant à l'un, en finirait avec la pureté de son unité. C'est un axiome dont il faudra toujours se souvenir. Et en ce sens, l'existence, sortie de l'un, est arrachement à toute forme d'identité, projection, jetée là, dehors,
comme le Dasein de Heidegger, non? Elle est conçue comme ce qui provient de l'un, qui repousse tout ce qui s'ajouterait à lui, et doit conquérir et reconquérir sans cesse son identité, en niant ce qui le nie. Comme vous le voyez ici, l'identité, donc, est un résultat, le fruit d'une conquête de l'un qui doit se maintenir par la négation de ce qui le nie. Négation qui est comme une force, une résistance de l'un à ne pas être autre chose que l'un. Et donc il y a là toute une conception que nous développerons. L'existence, cependant, ne signifie pas nécessairement sortie hors de l'un, car on peut concevoir aussi l'existence dans le cadre d'une philosophie de l'être. L'existence dans le cadre d'une philosophie de l'être ne signifie pas sortie hors de soi et perte d'identité. Elle peut signifier aussi être posée dans l'être hors du non-être. De sorte que l'on peut dire que ce qui existe est. On a vu, tout ce qui est réellement est soustrait au devenir et au changement. C'est pourquoi l'être de l'étant, si l'on peut dire, n'existe pas. Il est en sa profondeur ce qui fait être l'étant et être ce qu'il est. L'être ici est au fond de l'étant ce qui le constitue du dedans, sa profondeur. Alors que dans une philosophie de l'un, l'être est de trop pour l'un. Et l'être donc, au lieu de constituer l'étant en sa profondeur, est remplacé par une force d'expulsion, qui est la force de l'un qui nie l'être. Nous avions vu déjà comment l'un est cette force néantisante de ce Nichts, qui nichtet, dont parle Heidegger. C'est intéressant pour nous de voir ici que l'existence prend un sens distinct dans une philosophie de l'un que celui que l'existence a dans une philosophie de l'être. Dans le cadre d'une philosophie de l'être, l'être de l'étant est ce qui donne à l'étant son fond, sa profondeur, et qui lui permet de demeurer ce qu'il est, malgré les changements. Les changements, la diversité n'atteignent que la surface, si l'on peut dire, de la substance, c'est-à-dire finalement les accidents tels que le conçoit Aristote. Les accidents sont ceux qui changent, varient, mais la substance ne change pas. Elle est le support même de ce qui change, des accidents. Et c'est une réponse aussi, vous vous en souvenez, au problème des présocratiques qui se demandaient comment, si tout change toujours, comment peut-il y avoir quelque chose qui demeure? Qu'est-ce qui demeure si tout change? Et nous savons quelle est leur réponse. Une réponse qui n'a pas satisfait Aristote. Donc ce que nous devons retenir de ce que nous venons de voir, c'est que l'être, en tant qu'être, n'a pas, comme l'un, à conquérir son identité. Il est déjà et sera encore ce qu'il était tout à l'heure. Ce que signifie l'expression, vous en souvenez, quod quid erat esse, qui traduit le grec toti en einai. L'identité ne supplante pas l'essai. Elle n'est pas, dans une philosophie de l'être, comme pour l'un, le résultat d'un retour sur soi, le fruit d'une conquête, ou plutôt d'une reconquête. Donc, le mot essentia, nous devons le comprendre en le distinguant de l'essai. Essence et être constituent l'étant. Et nous l'avons dit, l'essence et l'être doivent être distingués sans être séparés, doivent être unis sans être confondus, comme la puissance et l'acte, comme la matière et la forme, l'essence et l'être constituent
l'étant, dans son unité. Cette unité et qui a son fondement dans un être qui ne peut pas ne pas être, car il est. Et que pour l'être, devenir un autre, c'est-à-dire exister, ce serait cesser d'être. Différence qui nous permet de comprendre que l'être n'existe pas, au sens où exister, c'est-à-dire sortir de soi, pour l'être, ce serait cesser d'être. Or, si on peut concevoir que l'un peut cesser d'être un et faire place à la multiplicité, on ne peut pas concevoir que l'être se divise et se multiplie au sens où, en se divisant, en se multipliant, c'est-à-dire en existant, il cesserait d'être. Nous y reviendrons. Le mot essentia, donc, qui dérive du verbe esse, exprime le caractère immuable de ce qui est identique à soi. La distinction donc entre essentia et esse n'apparaît pas immédiatement ici. L'essence désigne ce qu'est une chose et se confond avec son être, avec ce qu'elle est donc, dans la mesure où être signifie justement ce qu'elle est. Quid sit? Elle répond à la question quid sit? Qu'est-ce que c'est? Mais non à la question an sit, à savoir est-elle vraiment? Distinguons toujours ce qui est et l'être de ce qui est. L'essence et l'être. L'essence, c'est ce qui me permet de dire ce qu'une chose est, donc de la définir. Mais définir une chose, affirmer une essence, ce n'est pas entraîner nécessairement l'existence de ce que l'essence définit. Nous l'avons vu, on peut parfaitement définir ce qu'est un centaure, une licorne. Mais la licorne et le centaure n'existent pas. On peut donc concevoir une essence sans l'être, mais dans un étant qui n'en est pas un, qui n'existe pas. Il faut donc distinguer l'essence et l'être en vertu d'un étant qui est réellement. C'est ce qui fait tout le mystère de l'être et toute l'interrogation qui éveille, comme je le disais, l'intelligence à elle-même. Augustin, lui, distinguait dans les textes de la maturité essentia et substantia. Et il réservait l'usage d'essentia à l'être immuable du Créateur, comme je l'ai dit, et celui du second, de substantia, à l'être de la créature, qui demeure cet être de la créature, ce qu'il est, tout en étant soumis à la variabilité des accidents. Mais la conception augustinienne de l'essence comprend donc deux significations. La première, elle signifie ce qu'est la chose dans l'esprit divin. La deuxième, elle désigne l'être effectif de la chose créée. Être, pour saint Augustin, c'est être ce qu'une chose est. Et donc la différence entre essence et être n'est pas tout à fait claire. Et on est d'autant plus qu'on est conformément à ce que l'on est. Exister signifie, dans ce cas, ici, tendre à être selon son essence. Donc essence et être, ici, sont associés au point qu'on a du mal à les distinguer. D'où la question qui se pose, comme l'observe Jean-Christophe Bardou, l'auteur de l'ouvrage que j'ai cité, de savoir si la création n'est plus qu'une sorte d'information, c'est-à-dire la donation d'une forme, réception d'une forme seulement. Oui. Ah tiens, ici on se trouve devant un étant dont l'être se réduirait uniquement à la forme. Une substance qui serait donc uniquement la forme et non pas un composé unifié de matière et de forme. Et l'essentia, dans ce cas, ne se distinguerait pas de l'essai. Elle serait tout l'être.
Et alors la création serait, oui, une information, une donation de l'être, mais au sens où elle serait une donation de la forme. Or, la forme, ici, ne donne pas l'être au sens aristotélicien, c'est-à-dire au sens où elle complète la substance qui n'est réellement qu'en étant indissociablement une forme et une matière. Si l'essence ne se confondait pas avec l'être, avec l'essai, alors la création peut être définie comme une création ex nihilo d'un être effectif qui ne se réduirait pas à une essence dont on ne garantit pas qu'elle corresponde à quelque chose qui est, à moins de dire et d'affirmer, comme cela sera développé par des philosophes comme Duns Scott et Suarez, qui sont les véritables fondateurs de la pensée moderne, à moins d'affirmer que l'essence elle-même se donne l'être, qui serait un être d'essence, c'est-à-dire un être possible. C'est là une des figures que prendra l'augustinisme aussi, dans la mesure où tout ce qui est se réduit uniquement à l'essence. L'essence se réduit à une forme, la forme se réduit à un concept, le concept à une représentation. Et ce que je connais, ce n'est que le concept, au lieu que le concept soit ce au moyen de quoi je connais. Vous voyez la différence. Donc dans cette ligne, l'essence suffirait à exprimer l'être des choses, sans recourir à l'existence, à l'être. Essentia, forme substantive de esse, nous l'avons dit, exprime ce qu'est une chose et le fait qu'elle soit, à elle seule. Elle assume donc une fonction existentielle, dans la mesure où, pour exister, il suffit d'être intelligé, d'être conçu. Savoir que exister, c'est être conforme à une essence. Le terme existentia, ici, n'apparaît pas du tout. L'existentia devrait retenir l'attention uniquement pour souligner que ce qui est l'essence d'une chose, donc, telle qu'on peut la définir, reçoit l'être. Mais recevoir l'être, c'est recevoir d'un autre. Recevoir d'un autre. C'est pourquoi la forme ne peut être définie que comme étant reçue dans un autre. La forme n'est pas autosuffisante comme l'idée l'aidos de Platon. L'aidos de Platon, l'idée de Platon, est autosuffisante. Elle est conception de soi, vision de soi. Elle est pure essence. Et cette essence se confond avec l'être. Le platonisme, en ce sens, est un réalisme de l'essence. Donc, l'existence de l'être-là, si elle n'est pas l'existence d'un étant qui est, exprime tout simplement le rejet de cet être, la négation de cet être par une force négatrice qu'est la force de l'un qui nie tout ce qui vient s'ajouter à lui, comme l'être de cet étant. L'étant condamné à être un être pour la mort, oui, comme dit Heidegger, c'est-à-dire finalement un être qui s'épuise dans le geste de l'existence, qui consiste à être jeté dehors sans cesse. Il s'agit donc de méditer sur l'être en tant qu'être. Exister prend deux sens, selon dans une philosophie de l'un ou dans une philosophie de l'être, comme vous le voyez. Exister dans le cadre d'une philosophie de l'un, c'est sortir de l'un et plonger dans le non-un, c'est-à-dire la multiplicité, une multiplicité chaotique, puisque nous sommes dans le non-un, dans le non-identique, dans une division infinie, une sissiparité, si on peut dire, de tout ce qui surgit dans le monde multiple, sans unité. Et donc exister, c'est être sans cesse arraché à soi-même. Alors que dans une philosophie de l'être, exister, c'est sortir de l'être comme étant posé dans l'être, par un être qui lui-même n'existe pas parce qu'il n'est pas sorti d'un autre. Ici, nous avons donc la question de l'être en tant qu'être, qui permet de distinguer ce qu'est un être qui est en tant qu'il est. L'être, ou essence et être ici, ne se distingue pas parce qu'il est de l'essence de cet être, d'être.
alors que l'étant qui a reçu un être est, certainement, mais il existe, sorti d'un être qu'il a posé dans l'être, de telle manière que pour lui, exister ne consiste pas à être arraché à soi pour plonger dans le non-être à chaque pas, comme si chaque instant était un abîme qui s'ouvrait sous ses pas. L'existence n'est pas source d'angoisse, mais au contraire, exister ne peut qu'exprimer la richesse et la profondeur de l'être qui permet à l'étant d'exister sans cesser d'être. Le ex qui laisse entendre ce d'où et à partir de quoi et ce qui existe n'exclut pas, donc, que ce qui est demeure, se tient et se maintient dans l'être reçu. Vous voyez toute la différence qu'il y a entre une philosophie de l'un et une philosophie de l'être. La substance, la substantia, donc, peut être compris comme subsistence. La substance subsiste. Elle ne saurait donc avoir le sens d'existentia comme étant ce qui est arraché à soi, perdant son identité, et donc sans essence, permettant de dire ce que cet étant qui existe est ce qu'il est. Là, vous voyez, vous avez un problème vraiment majeur qui nous éclaire sur la philosophie, non seulement sur l'histoire de la philosophie ancienne, non seulement sur l'histoire de la philosophie médiévale, mais sur l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine. Il y a là un continuum de la problématique de l'être par rapport à l'essence dans un étant constitué. Nous le voyons, l'essence ne suffit pas à elle-même pour constituer un étant. L'essence doit s'accompagner de l'existence au sens d'essai, c'est-à-dire d'être. Un être qui peut exister, mais qui ne se confond pas avec l'existence, parce que cet être d'un étant ne remet pas en question ce que l'étant est. Donc l'étant est. Il n'y a pas une distinction, une différence ontologique comme l'entend Heidegger, au sens où l'étant s'arrache à ce qu'il est. L'essence du Dasein est d'exister. Bien, tout cela est difficile, je le conçois, mais en le méditant, nous finirons par approcher et comprendre de mieux en mieux cette question de l'être. Et cette question de l'être, finalement, telle qu'elle doit se poser. Les auteurs médiévaux, en général, relient les concepts d'être au sens d'ens, d'étant, de toon en grec, ens en latin, et de substance, substantia en latin ou sia en grec, mais ils ne recourent pas au terme d'existentia, c'est-à-dire ce qui provient d'eux, ce qui vient d'ailleurs. Existentia s'oppose à substantia, c'est-à-dire ce qui se tient sous, le support. Jean-Christophe Bardou a très bien montré que la notion d'existence, en se développant à l'époque moderne, neutralise progressivement et l'essence et la substance. On se retrouve finalement avec un étant là, sans essence et sans être, pour ainsi dire, insubstantiel. Et rien d'étonnant à cela, puisque ce qui est et se maintient sous ce qui change et passe est précisément l'envers de ce qui change et passe, sans être soutenu par rien, sans être donc identifié, sans identité, sans être identifié par une essence qui permette de dire, n'est-ce pas, ce que cet étant est. Cet étant existe, sortant, on ne sait d'où, pour être aussitôt absorbé dans un trou béant. L'existence sans l'être est insubstantielle, sans essence, sans être.
Elle est expulsion. Elle expulse l'étang, le jetant dehors, se retrouvant suspendu dans le vide. L'étang est comme pure ouverture, béance. Donc l'existentia s'oppose bien à la substantia, à l'être de l'étang qui est un sistéré, un staré, un se tenir dessous et qui garantit la permanence et la stabilité de ce qui est. La substantia, Boès l'avait définie comme un subjectum, un sujet, un support. Substantia, écrit-il, enim omnibus subjecta est. La substance est sujet au double sens, où elle est le support des accidents variables et le sujet invariable de la prédication. Elle n'est pas dans le sujet, dans un sujet, et ne se dit pas d'un sujet. Aristote l'avait bien déjà dit, une substance ne s'attribue pas à une autre substance. Pierre n'est pas Paul, pour ainsi dire. Elle est le sujet, ce qui se tient sous les déterminations qui sont accidentelles et variables, mais qui ne sont ces accidents qu'en étant dans la substance, alors que la substance, elle, est en soi. Tout cela est supposé acquis. C'est la raison pour laquelle la substance est indivise, individuelle. Elle est individuelle en ceci qu'elle est substance. Substantia enim individua, ineo quod est substantia. Boès souligne qu'être substance, ce n'est pas uniquement le fait de pouvoir supporter des accidents. C'est d'abord et surtout maintenir toute chose dans l'être de manière stable et permanente. La substance est fondement, assise, support. Elle est l'être qui soutient et maintient ce qui provient d'autre chose. Elle est, la substance, ici, sans qu'intervienne le concept d'existence au sens que nous avons vu de sortir de. La substance est, l'étang est. La conception donc boétienne de substance, c'est-à-dire la détermination de l'être comme un demeuré substaré, rejette toute dimension extatique de l'être, c'est-à-dire un être qui sortirait de soi sans demeurer. Substaré et existerait s'exclut. La substance et l'existence, la substantia et l'existentia s'opposent. La substance s'affirme comme fondement, alors que l'existence ne serait qu'un processus de sortie et de mise en abîme. L'analyse boétienne de la substance met en relief, en les distinguant, le sens de substance comme support des accidents et celui de substance comme fondement. En tant que fondement, la substance maintient dans l'être ce qui est. La substance est. Et on voit que l'être, l'étang, ici, non seulement est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il a une essence, mais la substance, l'étang, est ce qu'il est, au sens où il ne se réduit pas uniquement à une essence. Essence et être constituent indissociablement un étang, tel étang, un étang individuel, un étang qui n'en est pas un autre. Et ceci est très important. Être se caractérise donc, l'être de l'étang se caractérise comme ce qui se maintient à titre de fondement de toute détermination. Cette doctrine, on le voit, exclut la conception extatique de l'être. L'être, autrement dit, n'existe pas. Il fonde, il soutient et rend possible la manifestation de ce qui n'est pas la substance, mais inhère à elle comme ses propriétés, ses accidents, sans se réduire à ses déterminations. L'étang, en tant que substance, en tant que sujet, ne peut être appréhendé comme projet, ni comme provenance, comme existence sortant de soi. Substance, donc,
et existence, substantia et existentia, se distinguent et s'opposent. Alors, cette distinction qui fait l'objet de notre étude de l'essence et de l'être fait écho à la conception boétienne de la différence de ce qui est, id quod est, et de l'être, l'essai, de l'étant, de l'ens. L'étant fini se compose donc de ce qu'il est, id quod est, et de l'être par lequel il est, quo est. L'essai par lequel, l'étant est, n'est pas l'existentia. L'être et l'existence sont deux concepts différents. L'existentia est le résultat. L'existentia, il faudra la concevoir à la lumière d'un acte d'être qui unifie tous les composants de l'étant, et non un acte néantisant qui décompose justement cet étant en le diversifiant indéfiniment, car aucune unité ne le retient, puisque la pure multiplicité est un chaos inintelligible, sans essence et sans être. Et c'est bien là le drame, voyez-vous, du Dasein heideggerien, qui exprime son existence dans l'angoisse, cette angoisse qui est l'effet du néant, comme dit Kierkegaard. Donc il ne faut pas confondre conceptuellement acte d'être et existence. L'existence est un fait, l'être est un acte. L'existant est, mais l'être n'existe pas. L'être n'a pas pour autant un caractère exclusivement formel, se réduisant à l'essence, car l'essence, sans l'être, on l'a vu, ne peut constituer l'étant. L'étant ne se réduit pas à l'essence, à ce qui est, sans quoi il ne serait pas. Mais il ne serait pas non plus s'il n'était qu'un acte d'être sans essence. Comme vous le voyez, essence et être s'unissent dans les temps sans se confondre. Et ils se distinguent sans se séparer. La différence de ce qui est et l'être, de ce qui est, ou de l'essence et de l'être, est donc fondamentale. Alors, Severinus Boëtius, je rappelle la date de sa mort, 524, pour le situer dans l'histoire, a opéré cette distinction importante entre l'id quod est et l'essai. Dans son ouvrage Le De Hebdomadibus, il écrit, je cite, « Différent est l'être et ce qui est. Diversum est esse, et id quod est. » En effet, l'être, esse, lui-même n'est pas encore, tandis qu'en vérité ce qui est et consiste, est atque consisti, une fois reçu la forme d'être, essendi forma. Fin de citation. Cette citation et ce qui précède nous montrent que l'id quod est n'a un essai qu'accompagné par une essence qui le détermine comme ce qu'il est, mais ne saurait lui donner l'être à elle seule. Si on saisit l'étant, ici, id quod est, comme une essence seulement, on oublie l'être qui en est la détermination ultime, sans quoi il ne serait pas. Voyez, il n'est pas en effet de son essence d'être, ou en d'autres termes, il n'est pas par essence, mais en vertu de la composition d'essence et d'être, de ce qu'il est, quod, et de l'être par lequel il est, quo. Cette distinction entre l'essence et l'être dans les temps est la marque de sa finitude. C'est parce que l'id quod est ne se réduit pas à son acte d'être comme il ne se réduit pas à son essence, qu'il est fini et dépendant, ce qui le distingue de Dieu, en qui essence et être ne se distinguent pas. Donc l'étant pris à part l'être
n'est pas. Pris à part l'essence, il serait inintelligible, absurde. À part l'être, il existerait suspendu dans le vide. Sans essence, il serait exposé là, sans intelligibilité. Mais on le voit, l'étant concret et visible existe parce que les sens, qui sont, comme je le disais, cette fenêtre ouverte sur le monde, me présentent les choses comme des êtres, comme des étangs concrets et visibles, qui éveillent l'intelligence à elle-même en s'interrogeant sur l'être de l'étang et sur ce qu'il est. De telle manière que, comme disait Aristote, la philosophie commence avec un double étonnement, un double émerveillement, à savoir que non seulement les choses sont, mais l'étonnement encore plus grand est qu'elles soient ce qu'elles sont et censées être, s'unissent dans les temps. L'être donne à l'étang la force d'exister ici, maintenant, d'être substantiellement, avec un sens, une essence, qui fait qu'il est ce qu'il est. Sans l'être, l'étang n'existerait pas. Sans l'essence, il n'aurait aucun sens. Il ne serait pas une substance, il serait emporté avec ce qui change, changeant toujours, sans cesse, devenant, se divisant à l'infini, échappant, s'arrachant sans cesse à soi-même. Or, ce qui est reçoit l'être qui lui donne sa consistance. L'être n'est pas uniquement une forme. La forma essendi, la forme de l'être, de l'étang. L'étang ne se réduit pas à sa forme, à son essence. Il ne se confond pas donc avec l'essence. Il s'en distingue, quoique sans s'en séparer, comme je l'ai dit. Et quand Boès parle de forma essendi, de forme d'être, il n'opère pas cette distinction, et c'est justement ce qu'on peut lui reprocher, parce qu'il affirme alors le caractère formel de l'être, c'est-à-dire la réduction de l'être à une forme. Or, nous l'avons vu, l'être ne peut constituer l'étang comme substance que si matière et forme s'unissent dans la substance et la constituent comme telle. Et c'est parce que matière et forme constituent la substance comme telle qu'on peut dire de la substance qu'elle est, recevant cet être comme l'ultime perfection de ce qu'elle est. Voyez-vous. Donc la réception de l'essai dans l'id quod est, de l'être dans l'étang, est une information pour Boès, ou dans cette perspective en tout cas, essentialiste pourrait-on dire. Une information et non une création ex nihilo. Et à la limite, on verra que cette information qui réduit l'être à sa forme ne peut conduire qu'à une conception de la création comme étant une création non pas ex nihilo, mais in nihilo, puisque justement l'être n'apparaîtrait pas comme la perfection ultime de ce qui est. L'être ne serait qu'une forme qui informe, et non un acte qui fait être, et qui pose ce qui est hors du non-être. La distinction donc entre être et essence, ici, se brouille. Si l'être est forme, donner ou recevoir l'être, évidemment, signifie être informé. Et on pourrait dire, en recourant à un néologisme significatif, il serait essencié, rendu présent par la forme, qui elle-même se donne l'être, se réalise, pour ainsi dire, en se contractant. Ce que dénote, et cela est significatif, le Wesen allemand, repris par Heidegger. Wesen, en effet, c'est essencié, c'est l'essence qui se réalise. L'étang serait ici pure manifestation de l'essence qui se donne à voir. Autant dire, un pur mirage de ce qui n'est pas, à vrai dire, puisque l'être ne serait qu'une forme. Et d'ailleurs, le phénomène ici, c'est-à-dire ce qui apparaît, apparaîtrait ici à partir de lui-même, et c'est bien ce qui définit le phénomène pour Heidegger, le phénoménologue ici. Le phénomène est ce qui se montre à partir de lui-même. C'est-à-dire que la forme elle-même se donne, l'essence elle-même s'essencie. L'essence se donne l'être, pour ainsi dire. Or, l'étang reçoit l'être avec une essence, avec une forme,
qui le détermine comme ce qu'il est, en plus d'être. Il reçoit donc l'être avec une essence, l'étant. L'être comme forme, et ce à partir de quoi et par quoi l'étant est et peut exister comme ce qu'il est, mais sans assurer, n'est-ce pas, qu'il soit réellement. Faire donc de l'être une forme, le réduire à son essence, c'est mettre ce qui est dans la dépendance exclusive de l'essence. Ainsi, ce qui constituerait un étant serait son essence exclusivement. Et l'homme consisterait, subsisterait en son humanité. Seule humanité serait comme l'idée de Platon. L'humanité seule est. De même, dans cette perspective, Maître Eckhart distinguait la deitas, la déité, du deus, de Dieu. La nature divine, en effet, serait la forme, la déité par laquelle il est Dieu. Cette doctrine a été exprimée par Gilbert de la Porée, mort en 1154. Doctrine qui a été reprise par Maître Eckhart dans son contexte de mystique rhénane, de philosophie de l'un plus précisément. La nature divine, dit Gilbert, la nature divine, ou la divinitas, ou la deitas, n'est pas Dieu, mais la forme par laquelle il est Dieu. De même que l'humanité n'est pas l'homme, mais la forme par laquelle elle est homme. Vous voyez ici donc une doctrine qui réduit ce qui est à son essence, qui donc ne distingue pas essence et être, mais les confond. Cet enseignement s'inscrit dans le contexte d'une philosophie de l'un. Telle est, vous le savez, notre thèse. Si tout est un, en effet, tout ce qui est n'est qu'un reflet de l'un, comme le montre l'œuvre gigantesque de Nicolas de Cuse, qui développe toutes les conséquences d'une énologie rigoureuse, c'est-à-dire une conception de l'un sans l'être. Nous devons donc réfléchir à un être qui ne se confond pas avec l'essence, dans un étant qui, étant substantiel, ne peut être que constitué du dedans par un être qui, en sa profondeur, unifie un étant qui peut exister sans se disperser, sans s'anéantir à chaque instant, comme si l'instant était cette ouverture dont nous parle Heidegger, en disant que l'instant c'est un abîme qui s'ouvre. Ce n'est pas un moment comme un point sur la ligne du temps qui se déplace selon le passé, le présent et l'avenir. Il n'y a pas un instant constitué, constitutif. Il n'y a qu'un instant qui s'ouvre comme un abîme, où à chaque instant exister nous plonge dans le non-être. Or, l'étant substantiel est substantiellement parce que constitué d'une matière et d'une forme, d'une essence et d'un acte d'être propre, reçu comme tel. On peut dire que l'étant est. L'être, en ce cas, n'est pas un résultat comme l'existence, mais qui est un fait injustifiable, au sens d'être jeté là, en dehors de toute essence. Mais l'être est le principe constitutif de l'étant qui prend un sens, qui a une signification, parce qu'il est ce qu'il est, et que l'être lui donne d'exister sans perdre son unité, mais bien au contraire, en la garantissant. Car ne l'oublions pas, si l'un n'est pas, selon cette philosophie de l'un, qui situe l'un au-delà de l'être, ne l'oublions pas que l'un n'est pas, c'est l'être qui est un. Et l'être est un parce que l'unité signifie en lui son indivisibilité. L'être ne peut pas à la fois être et ne pas être. Ce n'est pas un état, mais un acte. Et cet acte d'être permet à l'étant d'exister sans se perdre dans la diversité, dans le non-sens. Exister ne consiste pas en une succession d'états qui se remplacent les uns les autres, mais c'est un acte continu d'être à chaque instant. Un instant est toujours le même instant qui est. Ce n'est pas un trou béant
duquel l'étang surgirait en existant pour s'engouffrer à nouveau et aussitôt. Confondre donc l'être et l'existence est une dérive d'origine néoplatonicienne, c'est-à-dire d'une philosophie de l'un, à laquelle Heidegger, dans le fond, n'a pas échappé, en faisant du Dasein un être allant vers la mort, s'anéantissant sous l'effet, n'est-ce pas, d'un néant qui néantise. Il s'ensuit qu'il est aberrant de penser que l'essai ne serait pas sans le id quod est. C'est exactement l'inverse qu'il faut penser. L'id quod est n'est pas sans l'essai, pas d'essence sans être dans les temps. C'est l'essai et non l'essence sans l'être qui est l'ultime détermination de l'étang. L'essence ne saurait se donner l'être qu'en s'essention, en se rendant présente à elle-même. Vous savez, le sens du Wesen, unique façon d'être pour elle, et en se contractant nécessairement de telle façon qu'elle se manifeste de manière multiple dans le miroir qu'elle se tend à elle-même, c'est-à-dire un faux être là, on y reviendra. L'étang ne serait qu'une essence contractée, un être diminué pour parler comme Duns Scott, un esse diminutum, puisque réduit à n'être qu'un objet, un esse objectivum, une construction de l'intellect, une représentation. L'être se réduit à ce qui peut être intelligé et non à ce qui est effectivement, vous voyez, dans cette perspective. Donc la différence de ce qui est, id quod est, et de l'être, de ce qui est, conçu par Boès, doit être approfondie et prolongée par la distinction entre l'essence et l'être dans les temps. Il faut comprendre cette différence entre l'essence et l'être comme une différence entre l'étant réduit à une essence sans l'être et l'être comme acte. On peut parler en ce sens avec Heidegger d'une différence ontologique, parce que alors, en effet, dans ce cas, l'étant n'est pas. Il se ramène à ce qu'il est, à une essence sans être. À l'inverse, l'étant ne peut exister effectivement que comme étant ce qu'il est. L'essence et l'être sont indissociables dans l'étant. Ils s'unissent, je dis, sans se confondre, et se distinguent sans se séparer. C'est en ce point qu'il faut prendre ces distances par rapport à la notion de Dasein comme existence, comme être jeté dehors, qui est finalement l'expression d'une dégradation ontologique pour une philosophie de l'un, pour laquelle, en dehors de l'un, tout est chute dans le non-un, dans le multiple, dans l'être qui se divise sans cesse, qui existe toujours, donné là, venant d'on ne sait d'où, et dont, quand on dit « il y a quelque chose », on ne sait d'où cela vient. Ce qui est très bien exprimé, vous savez, par l'expression allemande « es gibt » qu'on a déjà rencontrée. Cela donne. Ouais, cela, c'est quoi? C'est rien. Cela, c'est anonyme. On ne sait pas ce que c'est. Cela donne. Se trouve là, jeté dehors, allant vers sa fin, comme étant un être pour la mort. L'existence, ici, est une relation qui est une altération, non une substance. Elle est autre à chaque instant, s'ouvrant, s'abîmant dans un fond sans fond.